Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Qui est directeur national de l'enseignement catholique et aumônier national aussi des cadres catholiques. Nous n'allons pas faire beaucoup de temps. Révérend Père, vous avez la parole pour nous parler de la contribution des confessions religieuses dans le processus de démocratisation du Congo. Merci, Madame. Messieurs et Madame les membres des organisations regroupées au sein de CAP 2015, à vos rangs, grades d'unité, honorabilité les plus distingués, Messieurs et Mesdames les organisateurs de ce deuxième colloque de Lomé, autorités à vos rangs et grades les plus respectés, chers jeunes, parce que je crois en la jeunesse de l'Afrique, Messieurs et Mesdames, frères et sœurs en humanité, frères et sœurs croyants et ou en Christ, vous tous très chers à la terre de l'Afrique et au Togo, la terre de nos aïeux. Il y a une forme de préliminaire à ma communication. En effet, nous sommes au lendemain de notre 57e fête de l'ascension à la souveraineté nationale. Et comme prêtre de Jésus-Christ, c'est là où vous avez peut-être mal choisi, je ne peux pas prendre valablement la parole sans vous inviter à la prière, car nous sommes un peuple de croyants. En effet, la première phrase du préambule de la Constitution de la 4e République, de même toiletté, déclare, je cite, « Nous, peuple togolais, nous plaçons sous la protection de Dieu et quelles que soient les énormes difficultés liées à l'alternance politique dans notre pays, un président de la République du Togo, conformément à l'article 64 de notre Constitution, prête serment devant la Cour constitutionnelle en commençant par ce groupe de mots, je cite, « devant Dieu et devant le peuple togolais ». J'invite donc très respectueusement ceux et celles dont la foi ou la conscience adhère à ce que je suis à bien vouloir se joindre à moi pour implorer la bénédiction du Seigneur sur notre pays, sur notre continent, sur notre monde. Notre hymne national appelle ce Seigneur le grand Dieu.
Et demandons aussi la sagesse pour ces décideurs, la paix éternelle pour ces nombreux fils et filles qui ont versé leur sang, déposé leur vie, en cultivant, comme dit notre hymne national, vertu et prospérité, sans imposition, ceux qui le peuvent et qui le désirent, qui se mettent debout et que nous prions. Grand Dieu, toi seul nous as exaltés du Togo pour la prospérité. Nous voici debout devant toi parce que nous croyons que tout vient de toi, tout retourne à toi et que c'est toi qui nous as donné cette portion de terre où y habiter, qui est l'Afrique et qui est aussi le Togo. Nous sommes rassemblés pour bâtir la cité et nous voulions la bâtir avec toi puisque c'est sous ta protection, grand Dieu, que nous nous sommes mis quand nous avons compris que nous sommes un peuple appelé à aller au large, à connaître prospérité et développement, et que nous avons voulu le faire avec nos aïeux et avec toi. Bénis notre pays, bénis les différents décideurs, ceux d'aujourd'hui et de demain. Donne-nous d'aller vers plus de justice, plus de vérité. Donne-nous de bâtir le vivre ensemble dans l'harmonie. Donne-nous vraiment de changer. Car l'ordre juste, grand Dieu, suppose des hommes et des femmes justes. Dépose dans nos cœurs cette justice, car nous ne pouvons donner que ce que nous avons. Nous avons prié, toi qui es présent dans nos cœurs, toi qui es présent dans nos cités, dans nos villages, dans nos hameaux, toi qui accompagnes chacun de nous. Et nous voulions déposer dans ta paix nos frères et sœurs qui ont cru que la liberté est possible sur ce continent et sur cette terre et qui sont retournés vers toi. Nous croyons que les morts ne sont pas morts et voilà pourquoi nous restons en communion avec eux. À toi la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La communauté internationale, c'est ça, elle a été l'alternance politique. C'est un drôle de couple, l'alternance politique en Afrique et comment dirais-je, bien évidemment la communauté internationale. Je dois dire que, comme prof, et là je ne parle pas en tant que prof, puisque je suis professeur, la manière de disserter et de décortiquer éventuellement un sujet, mais je dois dire que le terme de communauté internationale, puisque pour un jeune frère, d'abord le remercier de m'avoir invité, je l'ai oublié, je suis heureux, honnêtement, je suis en pleine joie d'avoir mis enfin les pieds au Togo, parce que je connais tous les autres pays. Francis me mettait en garde, me dit attention, si tu vas là-bas, on va t'attraper. Et l'autre, franchement, je ne sais pas, il est arrivé une anecdote, je la raconte, c'était, je pense, Siraju Diallo qui était venu ici, qui est un frère que vous avez vu, qui travaillait pour Jeune Afrique, et qui était là-bas, et puis je reçois un coup de fil, un jeudi, vendredi, lui dit Albert, qu'est-ce qui se passe? Je lui dis quoi? J'avais écrit un papier par ici la sortie. Je lui dis oui, je sais pas, par ici la sortie, c'était pour qui vous savez. Donc par ici la sortie, il y a 20 ans, 30 ans, et il me dit mais comment tu as pu faire ça? Moi je suis ici à Lomé, je sais pas, à discuter avec les autorités, donc je suis obligé de prendre la route pour Cotonou. Hein. C'est bien ça, Francis, puisque tu étais là-bas à ce moment-là. Donc depuis, je sais pas, j'ai beaucoup parlé, beaucoup écrit, et bien sûr pris parti pour ceux qui défendent la démocratie, ce qui n'était pas le cas pendant 40 ans, je crois, franchement, de pouvoir, qu'on a du mal d'ailleurs à qualifier, mais disons de pouvoir erratique. Donc,
la communauté internationale, les étudiants, lorsqu'ils me posent la question, ils me disent la communauté internationale, je n'aime pas cette expression, mais je m'y soumets, puisque c'est celle de notre président, ici présent. Je m'y soumets, la communauté internationale, c'est vrai qu'elle n'a pas de tête bien identifiée, hein, elle change de couleur, comme, je sais pas, comme n'importe comment. Oui, elle change de couleur selon les intérêts, et bien évidemment selon les intérêts d'une grande puissance, parce que lorsqu'on parle de communauté internationale, ce sont d'abord les 5 membres du Conseil de sécurité, et généralement la Chine et la Russie sont mises de côté, et pour garder les fameux 3, le P3. Le P3, c'est la France, c'est le Royaume-Uni, et ce sont les États-Unis d'Amérique. Et pour prendre un seul exemple, qui est pas loin d'ici, en Côte d'Ivoire, toute la crise ivoirienne, depuis le déclenchement du coup d'État, je crois le 19 septembre 2002, jusqu'à l'évacuation dans les conditions classées, et également l'arrestation de Laurent Gbagbo, et de manière violente, le 11 avril 2011. Pendant toute cette période, toutes les résolutions du Conseil de sécurité, puisque c'est là-dessus qu'on s'est basé pour torpiller véritablement le pouvoir en place, toutes les résolutions du Conseil de sécurité ont été présentées par la France. Toutes, sans exception. Toutes sans exception, y compris celles qui, bien évidemment, fondaient d'une certaine manière, bien sûr, son envoi par M. Ouattara. Je ne sais pas dire quelle est sa légitimité, je ne me prononcerai pas là-dessus, mais toujours est-il que c'est donc à partir de ces résolutions précisément qu'il y a eu, vous le savez de son nom, sa traduction devant la Cour pénale internationale. Donc je reviens bien sûr à nous, à nos problèmes ici. La communauté internationale ne nous le rend pas pour l'essentiel, c'est la France. C'est la France, c'est-à-dire que les autres suivaient, c'est peut-être notre président Jean-Pierre est devenu presque diplomatique, puisqu'il évite de donner le nom, mais c'est la France essentiellement, accompagnée, généralement les États-Unis d'Amérique suivent, pour tout ce qui concerne les questions africaines, suivent la position française, sauf exception, une très rare exception, il n'y a jamais eu véritablement de décision dans l'expression devant le Conseil, et même dans les votes. C'est rare que les votes n'aient pas été ceux de ce fameux P3, c'est-à-dire Royaume-Uni, France et États-Unis d'Amérique. Donc, est-ce que, bien sûr, la communauté internationale, si on s'en tient à ce qu'on sait, c'est bien évidemment la France. Or, en la matière, il y a qu'une chose qui caractérise la politique africaine de la France, c'est son interventionnisme permanent. Son interventionnisme permanent, interventionnisme militaire, interventionnisme politique, interventionnisme d'une manière générale qui, bien évidemment, fixait finalement le cap à certaines organisations internationales. On l'a vu d'ailleurs à propos d'événements beaucoup plus récents, donc des résolutions du Conseil de sécurité où cette communauté internationale incarnée par l'ancienne puissance coloniale, cette communauté internationale, elle a été, malgré d'ailleurs le combat politique qui était mené, qui était celui de l'alternance politique, a mis beaucoup plus en avant donc les amitiés multiples qui existent entre certains chefs d'État africains, c'était Eyadema Père, entre certains États bien sûr africains et bien sûr les autorités françaises, et puis au-delà donc une cuisine donc qui est faite de tout et pas nécessairement de tout et surtout de choses nauséabondes, mais c'est vrai que je suis intervenu il y a 7 ans à l'invitation du Collège interarmé de défense, qui est l'école de guerre. J'ai été invité à parler des interventions militaires françaises en Afrique. Ça avait changé, c'est vrai que Jospin était passé par là un petit peu, donc on est allé chercher quelqu'un, et je dois dire qu'il y a dans cette, je ne sais pas s'il y a parmi vous certains qui ont fait l'école, qui ont été au Collège interarmé de défense, qui est aujourd'hui, qui a repris la dénomination d'école de guerre, hein, je crois. Il y avait donc des officiers supérieurs qui étaient formés, des généraux burkinabés, ivoiriens, sénégalais, donc essentiellement donc, ceux d'Afrique subsaharienne, quelques officiers supérieurs également d'Afrique du Nord qui sortaient avec le label bien sûr de l'école de guerre qui est très recherché,
Et puis, bien évidemment, la promotion d'officiers français qui étaient au bas de l'amphithéâtre, d'ailleurs qui ne communiquaient pas du tout avec les autres. Et bien évidemment, après la conférence où j'ai parlé précisément de cet interventionnisme français, et en particulier, j'avais cité, pour ce qui concerne le Togo, le cas de 86, où pendant la cohabitation Chirac-Mitterrand, l'armée française est intervenue sous prétexte qu'il y avait un complot, je crois, ghanéen qui se préparait. Et donc, il me semble, hein, bien, en 86, un complot. Et donc, c'est ce que j'ai dit, en expliquant que de complot, on n'a jamais rien vu. Et en sortant à la fin de la conférence, ça nous donne une idée. Ma compagne, le directeur du collège, m'accompagne jusqu'à ma voiture qui était à l'intérieur des Invalides, où j'allais repartir chez moi. Ma compagne me dit, cher monsieur, sur le Ghana et bien sûr le Togo, j'ai été là-bas, c'est moi qui dirigeais le régiment de Ghanéens, on n'en a pas vu. Donc, tout ça, je crois que suffit simplement à définir un petit peu cette fameuse politique interventionniste. Cette politique interventionniste qui a d'une certaine manière été pérennisée depuis 30 ans, 40 ans, elle a été inaugurée à l'époque de Gaulle, à tel point c'était le Tchad. Hein, c'était au Tchad que la première grande intervention qui impliquait d'ailleurs les militaires du contingent, c'était une première. Donc depuis le Tchad, pratiquement pendant 30 ans, 40 ans, je dirais que la présence, ou tout au moins la politique française en Afrique, était surtout singularisée par ces fameuses interventions militaires qui consistaient, et c'était dit en tel que tel, qui consistaient tout simplement à se défendre les régimes en place, quelle que soit bien évidemment leur nature, quels que soient leurs méfaits, quelle que soit leur espèce d'hostilité à l'égard de tout ce qui peut ressembler à la démocratie. Alors bien évidemment, partant de là, ce soutien militaire français, bien sûr, qui s'est traduit dans certaines opérations, on va les énumérer, mais simplement ça faisait partie un peu du bagage politique de l'ancienne puissance coloniale pour ce qui concerne précisément le maintien de sa prééminence et en particulier le contrôle de la plupart des dirigeants. Et que faire par la suite lorsque les événements ont commencé à se produire? On a parlé tout à l'heure bien sûr de la chute du mur de Berlin, les évolutions politiques. C'est vrai qu'à ce moment-là, on a senti un petit recul, pas nécessairement de la politique interventionniste en tant que telle, mais disons une façon un petit peu d'être beaucoup plus auprès, en quelque sorte, des aspirations, notamment lorsqu'il s'agit, n'oublions jamais, quand même de l'alternance politique. L'alternance politique, c'est la source première de la démocratie. Il ne peut pas y avoir de démocratie dans un pays s'il n'y a pas de possibilité d'alternance politique qui serait le fruit de l'expression du suffrage universel, librement, bien sûr, le fruit du suffrage universel, librement exprimé. Or, c'est vrai que malgré ces premiers changements, il n'y a pas eu de véritable modification de la politique française en la matière. Ceci étant, et je me tourne vers notre président, c'est un peu notre président, si je suis là, c'est parce qu'il est président, sinon, je ne sais pas si... Donc il faut que tu sois absolument confirmé. Soit confirmé, pas par des gens d'ici ou tes soutiens, mais par le peuple togolais. Je suis convaincu que, de toute façon, les consultations antérieures t'avaient bien placé et que malheureusement, ce sont les tripatouillages qui étaient la règle pendant très longtemps, les tripatouillages électoraux, et bien évidemment toutes ces menaces qui passaient, qui venaient et qui allaient, qui ont contribué bien évidemment à ce que c'est à la suite des événements, et bien sûr au maintien au pouvoir, on passe du père au fils. Il n'y a pas de Saint-Esprit, fort heureusement pour le moment, mais on ne sait jamais, il y a peut-être un Saint-Esprit. Je pense que le Saint-Esprit peut quand même prendre une autre couleur. Le Saint-Esprit peut-être, et nous le souhaitons, tous ici. Donc ce que je veux dire, c'est que la communauté internationale et comment dirais-je, et l'alternance politique, je voudrais simplement lorsqu'on parle d'alternance politique, en particulier lorsqu'il s'agit d'alternance politique dans nos pays, d'Afrique subsaharienne en particulier, il faut qu'on puisse se détacher de la seule logique française. C'est-à-dire qu'il y a aussi d'autres États qui, bien évidemment, pour beaucoup d'entre eux, je le disais tout à l'heure à propos des votes au Conseil de sécurité aux Nations Unies, suivaient la position française, mais qui aujourd'hui ne sont pas nécessairement enclins à suivre véritablement la politique française. Et j'ajouterai
à ce propos, j'ajouterais à ce propos que l'interventionnisme militaire français, je crois qu'il est mort. Il est mort, militaire, je dis là, l'interventionnisme militaire français est mort. Il est mort parce que nous avons aujourd'hui quand même dans la plupart des pays des pouvoirs qui sont légitimes, qui ont été légitimés par le suffrage universel, par tout le monde, et que, ma foi, quel que soit, par exemple, le choix ou la préférence que peut avoir, je ne sais pas, le pouvoir politique français, lorsqu'il y a une élection, quelle que soit sa préférence, il n'est pas sûr que ça puisse véritablement conduire à l'élection de cette personne en question. Et ça a été le cas au Sénégal. Je parle sous le contrôle de mon jeune frère Francis Patiné, qui est un grand ami d'Abdoulaye Wade, et qui l'a soutenu, qui l'a beaucoup soutenu, et c'est vrai que... Pour vous dire, nous avons des rapports, mais plus que fraternels. Fraternel, c'est un terme galvaudé. On est mon frère, on n'est pas toujours frère ni sœur, ça fait rien. Mais dans le cas de Francis, c'est mon frère, quels que soient d'ailleurs les choix politiques qu'on pouvait faire à propos, par exemple, du Sénégal. Bon, je veux dire que voilà, c'était pas ma tasse de thé, mais je pense que celle d'été de mon jeune frère. Donc, Wade n'était pas le candidat mis en avant par les Français. Les Français avaient tout fait pour qu'Abdou Diouf, en 2000, pour qu'Abdou Diouf soit réélu. Je me souviens que quelqu'un m'avait rapporté que l'ambassadeur de France, qui était en poste à ce moment-là, Alain Monod, l'ambassadeur de France avait tout simplement envoyé je ne sais pas comment vous appelez ça dans le dictionnaire diplomatique, des notes par lesquelles il était clairement exprimé que Abdou Diouf allait passer. Patatras, Abdou Diouf n'est pas passé, et les Français, pardonnez-moi l'expression, le pouvoir politique français à ce moment-là, qui avait fait beaucoup de choses. Je crois qu'il y avait même eu l'envoi d'un Concorde, plein de sympathisants ou de soutien de Wade, d'Abdou Diouf, qui devait assister à un match de la Coupe d'Afrique des Nations qui était organisé, je crois pas à ce moment-là, peut-être au Sénégal, je me souviens très bien, même si je suis le football, d'ailleurs je ne suis pas toutes les péripéties de ces compétitions. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que la communauté internationale, on l'a vu dans ses médisances, on l'a vu dans ses malfaisances, on l'a vu dans ses coups tordus. Toute l'histoire des rapports entre l'Afrique et la France, pendant très longtemps, a été marquée précisément par cet interventionnisme. Et en fait, on choisissait, tous les régimes l'ont fait. Et lorsqu'il y a eu, bien sûr, il y a eu le discours de la Baule, on a tous applaudi, mais Mitterrand, ce qui le préoccupait avant tout, c'est pas tellement l'inversion de la courbe en faveur de la démocratie, c'est de préserver les intérêts de la France en Afrique, tout simplement. Le discours de la Baule, petite assise, il y avait eu un colloque qui était organisé à Dakar, François Mitterrand était mort, il y avait son épouse, et puis j'avais fait quelque chose sur ça, le discours de la Baule, un peu critique, pas trop critique. Et je me souviens, elle vient vers moi, elle me dit non, vous avez tort, mon mari était pour la démocratie en Afrique. Bon, sans doute, il était certainement plus pour la démocratie en Afrique que Giscard d'Estaing. Jamais oublié quand même cette phrase de Giscard dans une allocution prononcée à la télé française. La France est le seul pays au monde à pouvoir changer le destin des pays avec 500 hommes. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et c'était clair. D'ailleurs, ne s'en cachait même pas. On a bien vu l'intervention au Zaïre pour sauver Mobutu. Ça a toujours marché. Il y a eu. J'ai envie de dire que, au fond, l'intervention ici n'était pas très importante, celle qui est venue et qui n'a pas trouvé de gagnant, susceptible de faire un coup d'État ici. Mais par contre, elle était révélatrice, me semble-t-il, comment dirais-je, cet envoi était révélateur, en tout cas, de cette, j'ai envie de dire, cette espèce de microbe qui avait complètement atteint, finalement, le corps des relations entre l'Afrique et la France. C'est-à-dire la France, finalement, fonctionnait non pas sur la base, notamment, de la défense des principes de démocratie, mais sur la base, simplement, de ses intérêts, de ses propres intérêts, étant entendu que ces propres intérêts peuvent être parfois, ou rejoindre parfois, telle ou telle candidature à une élection présidentielle. Ceci étant, je prenais le cas du Sénégal, et je voudrais revenir là-dessus, et ça c'est pour, justement, notre futur président, c'est qu'on a beau ne pas avoir l'appui de l'ancienne puissance coloniale, on peut gagner.
Et Ouad l'a emporté comment? Ben, en faisant en sorte que ses partisans, tous ceux qui le soutiennent, son parti, ses militants, ses sympathisants, ceux qui ont voulu un petit peu à ce système qui avait perduré, hein, qui datait de Senghor, qui était certes un grand poète, mais jamais un grand démocrate, il ne faut jamais l'oublier, mais ça c'est l'histoire qui est encore une fois falsifiée. Donc c'était, si vous voulez, là, c'est là, me semble-t-il, que peut-être je tempérerai un petit peu l'expression de, comment dirais-je, communauté internationale et alternance politique, tempérer au moins ce qu'il y avait sous ce titre. C'est qu'en réalité, et je pense que c'est aujourd'hui mûr, c'est que la France a compris aussi, la France parce que je parle d'elle, mais également les autres ont compris finalement que, ma foi, mieux vaut avoir affaire. C'est pas facile à expliquer, c'est pas quelque chose qui surgit brutalement, mais je pense sincèrement que nous sommes dans une période où la communauté internationale, pour faire plaisir au président, la communauté internationale sait beaucoup mieux ressentir les choses et savoir, là où, oui, véritablement, où sont les véritables, comment dirais-je, principes, les principes qu'on ne cesse de distiller, que la France ne cesse de distiller en se disant être quasiment le berceau de la démocratie, de distiller, et qu'au fond, moi je suis convaincu que, bon, c'est une question, bien sûr, de rapport, d'affichage, une question de discours aussi, de constat. Je crois qu'il faut, et là, il faut véritablement, à propos de la communauté internationale, pardonnez-moi l'expression, mais aller à la conquête de cette communauté internationale, pas aller à la conquête, mettre en avant précisément la situation de ce pays, l'état de ce pays, comment se trouve-t-il, de quelle manière, comment dirais-je, où s'oriente-t-il, quel est véritablement le bilan même de son activité. Et j'ajouterai encore une fois que cela passe nécessairement par une ouverture également large, ne pas se contenter simplement de la France, aller vers l'Union européenne. L'Union européenne est parfois plus audible, même si encore une fois, il ne faut jamais perdre de vue que l'Union européenne généralement s'ajuste sur la position des anciennes puissances coloniales, enfin l'ancienne puissance coloniale, parce qu'ils sont partis et ils ne reviennent pas, ils ne sont pas là, et en tout cas ils ne se mêlent pas de politique intérieure africaine. Donc je pense que l'essentiel dans cela, bien sûr, c'est d'avoir à l'esprit d'expliquer, de démontrer, de communiquer. Je pense sincèrement que, bien sûr, il y a des gourous, on dit qu'il y a des gourous autour de l'actuel président ou de son père, j'en sais rien, mais ce sont des gourous fatigués. Ce sont des gourous fatigués, c'est-à-dire fatigués parce que il ne s'agit pas de demander à Jean-Pierre Fabre, à notre président ici, d'avoir des gourous, surtout pas de gourous, il n'y a pas de gourous. Il y a tout simplement de la communication. Il y a simplement de voir, de contacter, de ne pas hésiter à s'exprimer. Il faut communiquer. Francis, c'est là. Il faut communiquer et il n'y a jamais une overdose de communication. Il n'y a jamais d'overdose de communication. Il y a plutôt des manquements en matière de communication et c'est sans doute, je dirais, l'une des clés, me semble-t-il, de la vérité politique qui doit aujourd'hui précisément traverser cette ironie des océans et aller précisément vers justement ce qui constitue l'ossature de la communauté internationale. La communauté internationale, c'est bon, les États-Unis, je le disais, bon, l'India, là, il y a Foumoulou, mais lui-même est candidat. L'élection présidentielle camerounaise. Alors il n'arrive pas à être candidat président de la République, c'est pas lui qui peut aider les autres, mais donc je crois que c'est d'aller vraiment au devant. Et surtout, et là vraiment, je pense que votre présence ici en témoigne. Moi, je connais quelques-uns d'entre vous et toujours dit que les Togolais et les Béninois étaient les plus intelligents. Enfin, je suis à côté sénégalais, donc je réfute cet argument. Mais donc, ils sont peut-être plus malins, les Sénégalais. Mais donc, je pense sincèrement qu'il y a, mon cher Jean-Pierre, il y a matière à inverser la perception des choses dans ce pays. Et je pense que la politique française, quel que soit celui qui... Je ne parle pas de Marine Le Pen, encore, puisqu'elle parle de démocratie et de CFA.
c'est le comble, là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle assure la défense des déshérités en Afrique, c'est pas mal. Mais enfin, toujours est-il que la nouvelle donne politique, finalement, sera obligée de suivre ce qui a été amorcé déjà depuis 2 ou 3 ans, 4 ans, 5 ans, c'est que la France ne peut plus maintenir sa fameuse politique interventionniste. On le voit sur le franc CFA. On le voit sur le franc CFA, ils sont pris à revers un petit peu. Ils sont pris à revers parce que leurs alliés africains, donc à la tête des États qui sont bien sûr membres de la zone franc, de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, du LOA, eh bien, elle ne sait pas très bien sur quel pied danser. Sur quel pied danser, et puis il y a d'autres partenaires. Je crois qu'il faut s'ouvrir. Il faut s'ouvrir. Les États-Unis, personnellement, je crois qu'ils ne s'intéressent pas beaucoup à l'Afrique. Ils peuvent peser sur un certain nombre de décisions. Il y a bien évidemment le Royaume-Uni, mais je crois que surtout, parallèlement à la France, c'est se tourner vers l'Union européenne. L'Union européenne, certes, des fois aussi, elle emprunte finalement la direction qui est celle de la France, c'est vrai. Là aussi, il y a des pays moteurs dans cette organisation. Mais je pense franchement que c'est plutôt qu'aujourd'hui de se replier ou de s'adosser à l'histoire, qui a été une histoire compliquée, une histoire non seulement compliquée, mais inacceptable. Cette ingérence permanente, on fabriquait des dirigeants, on le disait, voilà, ils sont propres à pouvoir diriger tel ou tel pays. C'est terminé, ça. On n'est plus à cette époque, on n'est plus à cette ère. Aujourd'hui, je pense sincèrement que la victoire, elle est au bout d'un certain nombre d'initiatives qui doivent être prises sur place. Consolider le parti, former le parti, être présent le moment venu, avoir les moyens aussi de sa politique, y compris dans l'opposition. C'est une réalité qu'il faut bien admettre et ne pas, encore une fois, c'est l'histoire des relations entre le Togo et la France, elle est tellement calamiteuse, monstrueuse, qu'on a du mal à dire effaçons ce qu'il y a eu avant et voyons en regardant un petit peu devant. Mais j'ai tendance à dire, on sait ce qui a été fait. Moi, j'ai travaillé sur ces questions et je me suis exprimé par écrit, sortir des méchancetés comme c'est pas possible sur je sais pas quoi, des titres qui étaient je ne sais quoi. Mais aujourd'hui, franchement, je pense que aujourd'hui, il y a des conditions propices à ce que la politique française, quelle que soit celui d'Israël, sans doute Macron par exemple, il y a en tout cas de la place, et c'est semble-t-il, même l'orientation, je ne parle pas du Parti socialiste, ils ont des combres, tu le connais aussi bien que moi, le Parti socialiste sont bien gentils, mais généralement ils ne bougent pas beaucoup, et donc je pense qu'il y a, je ne sais pas, je me tourne vers un jeune frère Francis qui est toujours sur le biais, hein, il est toujours prêt à bouger. Je pense sincèrement qu'il y a matière à suivre de près l'évolution politique française, l'évolution en tout cas de la politique africaine, qui pour des raisons multiples, pas simplement pour être conforme aux aspirations des Africains, qui est une aspiration très clairement exprimée, à savoir ne plus avoir affaire à des despotes, à savoir pouvoir précisément s'exprimer librement, faire parler du suffrage universel et également, bien sûr, ouvrir la voie, bien évidemment, à ces fameuses alternances politiques. Il n'y a pas d'autre choix pour cette communauté internationale que de jouer précisément le jeu du changement politique par la voie, tout simplement, du suffrage universel. Et bien sûr, ça suppose que, encore une fois, que l'on soit prêt, c'est vrai pour ici, comme ailleurs, qu'on soit prêt pour les élections, qu'on s'organise, qu'on ait, c'est vrai aussi, des moyens, qu'on s'organise, qu'on ait un discours et qu'on ait également des contacts avec les uns et les autres. Et en particulier, ça c'est votre président, nous avons à Paris en tout cas la chance de le rencontrer, on voit qu'il est extrêmement dynamique, et je pense qu'il faut maintenir cette dynamique qui consiste véritablement à plaider et avoir justement la possibilité d'exprimer la position ou le choix de la majorité des électeurs togolais. Et non pas se contenter tout simplement de discourir sur la nécessité bien sûr du changement, faire en sorte surtout que le suffrage universel, l'élection prochaine, soit organisée, soit
placé en quelque sorte sous contrôle par vous, par les sympathisants et bien évidemment les électeurs de l'ANC, bien sûr, et bien sûr aussi donc aller véritablement au-devant comment dirais-je, des discussions ou des débats qui peuvent surgir. Je dois vous dire, j'ai entendu le religieux qui était là, qui est brillant et intéressant. C'est vrai que le Vatican compte, mais dans cela, mais pas trop, faire les choses, le pape il a notre chaque côté, et en général, donc de s'occuper de nos affaires ici. Mais je crois franchement qu'il y a surtout, pour ce qui concerne notamment l'extérieur, il y a vraiment à mettre en œuvre une politique de communication. Une politique de communication qui est d'ailleurs aujourd'hui, une communication qui est aujourd'hui d'ailleurs en marche, il y a quand même plus de communication qu'il y en avait. Et puis, oui, je m'approche, mais de temps en temps je m'éloigne du micro, et heureusement qu'il est là, Francis, c'est mon mentor. Donc, on m'entend pas avec le micro là. Donc, j'avoue que des fois je me dis, honnêtement, je ne vais pas pourfendre votre président ici, pas le nôtre, celui qui est là où il ne doit pas être. Donc franchement, je ne vois pas, il organise des conférences internationales, il offre un visage de sérénité, un look de démocrate, et je ne suis pas convaincu qu'il ait véritablement franchi un cap qui lui permet en quelque sorte de revendiquer à un moment ou à un autre peut-être, j'ai envie de dire, la poursuite d'une manière ou d'une autre de son mandat. Je crois qu'il y a de la place, convaincu qu'il y a de la place. Il y a de la place, il faut aussi, c'est pas simplement votre président, mais c'est vous tous qui êtes concernés, vous tous qui êtes concernés à un titre ou à un autre, justement à pouvoir vous exprimer, à pouvoir vous manifester dans un certain nombre de réunions, et ça passe par là, ça passe par là. Il y a bien sûr des radios et des télévisions françaises qui choisissent leur interlocuteur ou comment on peut appeler, leurs invités. Ceci dit, Francis Mathilde était invité hier ou avant-hier, croyez-moi, il tape. Moi je crois que je passe demain, je ne sais pas quoi, c'est les 5, on cogne. Mais ceci dit, les autres, ils sont là. On se demande très bien, ils ne connaissent pas en fait, véritablement les problèmes de fond, problèmes de fond en tout cas, ou alors c'est souvent, disons, une réflexion qui reste pour l'essentiel superficielle, réflexion superficielle qui consiste en quelque sorte à s'en tenir, à pouvoir en place, et en quelque sorte à pouvoir finalement à avoir la possibilité en tout cas de les interviewer, parce qu'il ne faut pas se leurrer, c'est que les journalistes souvent sont en quête d'invités. Ils aiment bien avoir des gens qui parlent, et souvent ça ne leur déplaît pas nécessairement de pas pouvoir d'avoir comme invité quelqu'un qui semble être un trublion. Voilà, je ne sais pas si c'est un peu comment dirais-je, un exposé très général, mais un exposé très général qui répond, me semble-t-il, sans entrer dans les détails, à la question qui est posée. Il y a une communauté internationale, elle est là, je ne crois pas qu'elle soit définitivement ancrée dans l'idée que celui qui est en place est le meilleur. Cette communauté internationale, elle est également volatile. Elle est volatile, jamais l'oublier, elle est volatile. Et elle peut changer de couleur et prendre notamment l'aspect, prendre l'aspect d'une, comment dirais-je, d'une galaxie qui soit véritablement acceptée, qui accepte véritablement justement que soient respectés les principes les plus élémentaires de la démocratie. Je crois que c'est là-dessus qu'il faut se battre. La démocratie, elle est là, c'est vous qui l'incarnez, c'est pas les autres. Les autres ne sont là que par la grâce, je ne sais de qui, par une succession familiale qui ne peut pas durer éternellement. Donc, voilà, je ne sais pas si c'est répondre. Merci.
Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.